Allez, aujourd'hui, on plonge dans l'une des idées qui a complètement changé le monde, le modèle atomique de Niels Bohr. C'est vraiment le point de départ de la révolution quantique, cette théorie un peu folle qui a rendu possible les lasers, les ordinateurs, bref, toute notre compréhension moderne de la matière. Mais pour commencer, partons d'une énigme. Pendant des décennies, les scientifiques ont observé un truc bizarre. Quand on chauffe un gaz, de l'hydrogène par exemple, il ne brille pas de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, non. Au lieu de ça, il émet de la lumière seulement sur des fréquences très spécifiques. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de l'atome pour créer une sorte de code-barre lumineux ? Et voilà concrètement ce que ça donne pour l'hydrogène. En haut, on a son spectre d'émission, juste quelques lignes de couleur bien nettes sur un fond noir. En bas, c'est le spectre d'absorption, des lignes noires qui apparaissent pile aux mêmes endroits. C'est littéralement une empreinte digitale atomique, unique pour chaque élément. Le grand défi, c'était de trouver un modèle de l'atome qui puisse enfin expliquer l'existence et la précision de ces lignes. Cette histoire de spectres atomiques, c'était vraiment l'un des plus grands mystères de la physique au début du XXe siècle. Et pour le résoudre, il fallait d'abord comprendre comment un atome était fichu. Alors la première grosse avancée, on la doit à Ernest Rutherford. Il a proposé ce qu'on appelle le modèle planétaire. C'était une idée de génie, vraiment, mais elle cachait une faille monumentale. On est en 1911. Rutherford mène une expérience devenue mythique. Il bombarde une feuille d'or, mais alors ultra fine, avec des particules alpha qui sont positives. Comme il s'y attendait, la plupart des particules passent tout droit. Sauf que, à sa grande surprise, certaines sont déviées et quelques-unes carrément rebondissent. Ces résultats l'ont mené à des conclusions absolument stupéfiantes. D'abord, l'atome, c'est surtout du vide. Ensuite, au centre, il y a un noyau tout petit, très dense et positif. Et enfin, les électrons, eux, doivent tourner autour de ce noyau, un peu comme un mini-système solaire. Et c'est là que le bât blesse. Le modèle est super élégant, mais il contredit les lois de la physique de l'époque. Selon la théorie électromagnétique, une particule chargée qui accélère, comme un électron qui tourne en rond, eh bien elle devrait perdre de l'énergie en permanence en émettant de la lumière. Et un électron qui perd de l'énergie, il ralentit. Donc il est de plus en plus attiré par le noyau, jusqu'à s'y écraser en spirale. Cet effondrement, d'après les calculs, devrait se produire en moins d'une nanoseconde. Le modèle de Rutherford expliquait son expérience, oui, mais il prédisait aussi que les atomes ne pouvaient tout simplement pas exister. Un paradoxe total. Et c'est là qu'entre en scène notre héros, le physicien danois Niels Bohr. Il a compris que pour sauver l'atome, il fallait faire un truc radical. Jeter une partie de la physique classique par la fenêtre et introduire une idée complètement nouvelle, le quantum. Et regardez à quelle vitesse tout s'enchaîne, c'est remarquable. 1 an à peine après que Rutherford a proposé son modèle, Bohr rejoint son labo. Et 1 an plus tard, hop, en 1913, il publie une théorie qui non seulement stabilise l'atome, mais qui en plus explique le fameux mystère des spectres. La solution de Bohr repose sur 3 postulats, 3 idées complètement folles pour l'époque. Premièrement, il a décrété qu'il existait des orbites spéciales, des orbites stables où tout simplement les électrons n'émettent pas d'énergie. Un vrai défi aux lois de l'électromagnétisme. Deuxièmement, un électron ne change pas d'énergie en douceur. Non, il le fait par sauts instantanés entre ses orbites. Et troisièmement, il a imposé une règle mathématique très stricte. Seules certaines orbites bien précises sont autorisées. Alors comment un électron fait pour sauter ? C'est simple, il absorbe ou il émet un petit paquet d'énergie lumineuse qu'on appelle un photon. Pour grimper sur une orbite plus haute, il doit absorber un photon avec exactement la bonne quantité d'énergie. Et pour redescendre, il crache un photon qui contient, là encore, précisément la différence d'énergie entre les 2 orbites. Cette idée de saut entre des orbites bien définies a une conséquence absolument énorme. Si seules certaines orbites sont permises, ça veut dire que seules certaines valeurs de rayons et d'énergie sont permises. À partir de ces postulats, Bohr a pu dériver une formule pour calculer le rayon des orbites autorisées. Le truc crucial ici, c'est la lettre n, le nombre quantique principal. Comme n ne peut être qu'un entier, 1, 2, 3, etc., le rayon R lui aussi ne peut prendre que des valeurs bien précises. Et voilà ce que ça donnait concrètement. Pour n égale 1, l'électron est sur l'orbite la plus proche. Pour n égale 2, le rayon est 4 fois plus grand. Pour n égale 3, 9 fois plus grand. Les orbites ne sont donc pas du tout espacées de manière régulière, elles s'éloignent de plus en plus vite. L'électron ne peut être que sur une de ces orbites et nulle part entre les deux. C'est ça le cœur de la mécanique quantique, l'idée de quantification. Pensez à la différence entre une rampe et un escalier. Dans le monde classique, l'énergie était comme une rampe. On pouvait s'arrêter à n'importe quelle hauteur. Bohr, lui, a dit non. Dans un atome, l'énergie, c'est comme un escalier. On peut être sur la première marche ou la deuxième, mais jamais entre les deux. Et de la même manière, Bohr a aussi trouvé une formule pour les niveaux d'énergie autorisés de l'électron.
Et encore une fois, à cause de ce n au carré, l'énergie ne peut prendre que des valeurs bien précises, bien discrètes. On peut visualiser ces niveaux d'énergie comme ça. Le plus bas, n égale 1, c'est l'état fondamental. Les autres, n égale 2, n égale 3, etc., ce sont des états excités. Et remarquez un détail important, plus on monte en énergie, plus les niveaux se resserrent. Ce détail va être crucial pour résoudre notre énigme de départ. Et maintenant, on peut enfin boucler la boucle et revenir à notre mystère. Comment est-ce que cette structure d'énergie quantifiée explique ces fameuses empreintes lumineuses? Et voilà la révélation. Chaque ligne dans le spectre de l'hydrogène correspond en fait à un saut quantique bien précis. Tous les sauts qui finissent sur le niveau n égale 1 émettent des photons ultraviolets, très énergétiques. C'est la série de Lyman. Tous ceux qui atterrissent sur le niveau n égale 2 émettent de la lumière visible, la série de Balmer, et ainsi de suite. On peut voir la même idée, mais cette fois sur le modèle planétaire. Les sauts vers l'orbite 1, les sauts vers l'orbite 2, les sauts vers l'orbite 3. C'est la même physique, vue sous deux angles. Et le plus fou, c'est que le modèle de Bohr prédisait les longueurs d'onde de ces lignes avec une précision incroyable. Donc le point à retenir, c'est celui-ci. Puisque les niveaux d'énergie de l'électron sont fixes et discrets, les différences d'énergie entre ces niveaux sont aussi fixes et discrètes. Et comme chaque différence d'énergie correspond à une couleur de lumière bien précise, eh bien l'atome ne peut émettre que certaines couleurs. En un coup de génie, Bohr a non seulement empêché l'atome de s'effondrer sur lui-même, mais il a aussi fourni une explication mathématique parfaite pour ces empreintes digitales atomiques qui cassaient la tête des physiciens depuis si longtemps. C'était un triomphe absolu. Mais attention, le modèle de Bohr, c'était une étape cruciale, une sorte de pont entre la physique classique et la mécanique quantique moderne. Mais il avait ses limites. Il n'arrivait pas à expliquer le comportement des atomes plus complexes, ou pourquoi certaines lignes spectrales sont plus brillantes que d'autres. Pour ça, il a fallu une autre révolution, encore plus étrange, qui nous a fait entrer dans le monde des probabilités et des orbitales. Mais ça, c'est une autre histoire.